Bienvenue dans un voyage captivant à travers le temps pour découvrir les origines de notre planète, la Terre. Il y a environ 4,6 milliards d'années, notre système solaire n'était qu'un nuage de poussière et de gaz. Comment est-ce que ce chaos cosmique a donné naissance à la planète que nous connaissons aujourd'hui? Dans ce documentaire, nous explorerons les étapes clés de la formation de la Terre, des premiers instants de son existence à l'émergence de la vie. Rejoignez-nous pour une aventure qui vous emmènera des premières explosions stellaires aux premières gouttes d'eau sur notre planète. Préparez-vous à découvrir comment la Terre est devenue le berceau de la vie. Il y a environ 13,8 milliards d'années, l'univers tel que nous le connaissons n'était qu'un point infinitésimal, densément concentré de matière et d'énergie. Puis, en un instant, tout a changé. Le Big Bang a eu lieu, déclenchant une expansion explosive de l'espace et du temps. Cette explosion a dispersé la matière à travers l'univers, formant des nuages de gaz et de poussière. Au fil du temps, ces nuages ont commencé à se condenser sous l'effet de la gravité, donnant naissance aux premières étoiles et galaxies. Il y a environ 4,6 milliards d'années, notre système solaire était un nuage de gaz et de poussière, connu sous le nom de nébuleuse solaire. Ce nuage a commencé à se condenser, donnant naissance aux premières planètes. Voici comment ce processus s'est déroulé. Tout a commencé avec une nébuleuse, un nuage gigantesque de gaz, principalement de l'hydrogène, d'hélium et de poussière. Ce nuage a été formé par l'explosion de supernovas ou par l'accumulation de matière dans des régions denses de la galaxie. Sous l'effet de la gravité, la nébuleuse a commencé à se condenser. Au fur et à mesure que la matière s'accumulait, la pression et la température au centre du nuage ont augmenté. Cela a conduit à la formation d'un disque de matière tournant autour d'un noyau central. Au centre du disque, la pression et la température ont atteint des niveaux critiques, déclenchant des réactions de fusion nucléaire. C'est ainsi que l'étoile centrale, notre Soleil, s'est formée. Dans le disque de matière tournant autour du Soleil, de petits grains de poussière et de glace ont commencé à s'agglomérer. Ces petits objets, appelés planétésimaux, ont progressivement grandi en collisionnant et en fusionnant avec d'autres planétésimaux. Au fil du temps, les planétésimaux ont atteint une taille suffisante pour que leur gravité commence à influencer leur environnement. Ils ont continué à attirer et à absorber d'autres planétésimaux, formant des protoplanètes. Ces protoplanètes étaient de grandes masses de matière en orbite autour du Soleil. Les protoplanètes ont continué à croître et à subir des collisions violentes. La chaleur générée par ces collisions et par la radioactivité a fait fondre la matière à l'intérieur des protoplanètes. La matière dense, comme le fer, s'est enfoncée vers le centre pour former le noyau, tandis que la matière moins dense a flotté à la surface pour créer la croûte. La composition et l'environnement des planètes ont varié en fonction de leur distance par rapport au Soleil. Les planètes proches du Soleil, exposées à des températures plus élevées, se sont formées principalement de roches et de métaux, tandis que les planètes plus éloignées, où les températures étaient plus basses, ont pu retenir des gaz légers, formant des géantes gazeuses. Ainsi, les premières planètes sont nées, chacune avec ses propres caractéristiques uniques, formant les 8 planètes de notre système solaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. La formation des protoplanètes dans le système solaire primitif s'est étendue sur plusieurs millions d'années. Les premières étapes, où la poussière et le gaz du disque protoplanétaire ont commencé à s'agglomérer pour former des planétésimaux, sont estimées avoir pris entre quelques dizaines et quelques centaines de milliers d'années. Une fois ces planétésimaux formés, ils ont continué à entrer en collision et à fusionner, formant des protoplanètes de plus grande taille sur une période de plusieurs millions d'années. Pour les planètes telluriques, comme la Terre, Mars, Vénus et Mercure, le processus de formation des protoplanètes a été relativement rapide. Les premiers embryons protoplanétaires sont censés avoir atteint des tailles comparables à celles de la Lune ou de Mars dans les premiers millions d'années de la formation du système solaire. Pour les géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, le processus a été plus long. Les noyaux de Jupiter et Saturne sont censés s'être formés dans les premiers millions d'années, mais l'accrétion de gaz pour former ces planètes massives a pris plus de temps, pouvant aller jusqu'à 10 millions d'années. En résumé, la formation des protoplanètes et leur croissance pour devenir les planètes que nous connaissons aujourd'hui est un processus complexe qui s'est déroulé sur une échelle de temps de plusieurs millions d'années, avec des taux et des mécanismes différents pour les planètes intérieures et extérieures. La période d'ADN 4,6 à 4 milliards d'années avant notre ère. Dans ses premiers temps en tant que planète, la Terre était un enfer.
La Terre primitive était extrêmement chaude, avec une surface couverte de lave en fusion. L'atmosphère était composée principalement de gaz volatiles échappés du manteau, tels que le dioxyde de carbone, l'azote et l'eau sous forme de vapeur. Cette période, connue sous le nom de période ADN, a été marquée par des conditions extrêmes, avec des températures élevées et une activité volcanique intense. La période ADN, qui couvre les premiers 600 millions d'années de l'histoire de la Terre, est une époque fascinante et cruciale pour comprendre les origines de notre planète. Cette période est caractérisée par des conditions extrêmes et l'accumulation continue de matière a généré une énorme quantité de chaleur par compression gravitationnelle. Les processus géologiques intenses. Les éléments radioactifs présents dans la Terre, tels que le potassium 40, l'uranium 235 et l'uranium 238, se sont désintégrés, libérant de la chaleur. La Terre a subi de nombreux impacts de météores et d'astéroïdes qui ont ajouté de la chaleur et de la matière à la planète. L'atmosphère primitive de la Terre était très différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était composée principalement de gaz volatiles échappés du manteau et de l'intérieur de la Terre, tels que dioxyde de carbone, azote, méthane, ammoniac, vapeur d'eau. Cette atmosphère était dense et chaude, contribuant à maintenir les températures élevées de la surface. La période ADN a été marquée par une intense période de bombardement météoritique, connue sous le nom de bombardement tardif. Cette période a duré de 3,9 à 4 milliards d'années et a vu la Terre subir de nombreux impacts de météores et d'astéroïdes. Ces impacts ont non seulement ajouté de la matière à la Terre, mais ont également contribué à son réchauffement et à sa remise en fusion partielle. Au cours de la période ADN, la croûte terrestre a commencé à se solidifier. Les premières roches ignées, telles que les basaltes, se sont formées à partir de la lave en refroidissement. La dynamique des plaques tectoniques a également commencé à se mettre en place, bien que de manière moins intense que dans les périodes ultérieures. L'ère archéenne. L'ère archéenne, qui s'étend de 4 à 2,5 milliards d'années avant notre ère, est une période cruciale de l'histoire de la Terre, marquée par des développements géologiques et biologiques significatifs. Voici un aperçu détaillé des caractéristiques et événements clés de cette ère. Les caractéristiques géologiques. L'ère archéenne a marqué le début de la formation de la croûte continentale stable. La croûte terrestre s'est solidifiée et les premiers protocontinents ont commencé à se former. Ces premiers continents étaient principalement composés de matériaux felsiques, plus légers et moins denses, ce qui leur permettait de flotter sur la couche mantélique plus dense. On pense que l'activité tectonique des plaques a commencé pendant l'ère archéenne, bien que les preuves soient limitées en raison du recyclage et de la métamorphose des roches archéennes. Vers la fin de l'ère archéenne, au Néarchéen, l'activité tectonique des plaques pouvait ressembler à celle de la Terre moderne. Cependant, le manteau plus chaud et les plaques plus faibles de l'époque ont entraîné une fréquence plus élevée de détachement de plaques et la métamorphose du basalte en éclogite lors de la descente des plaques subductées. La formation des océans. 4,5 à 4 milliards d'années avant notre ère. Condensation de la vapeur d'eau. Au fur et à mesure que la Terre refroidissait, la vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère a commencé à se condenser et à tomber sous forme de pluie. Cette pluie a progressivement rempli les bassins naturels, formant les premiers océans. Le bombardement tardif 3,9 à 4 milliards d'années avant notre ère. La période ADN a été marquée par une intense période de bombardement météoritique. Ces impacts ont non seulement ajouté de la matière à la Terre, mais ont également contribué à la libération de vapeur d'eau, qui s'est ensuite condensée pour former des océans. L'origine de l'eau sur Terre est encore un sujet de débat parmi les scientifiques, mais plusieurs théories sont généralement acceptées. L'accrétion primaire. Une partie de l'eau présente sur Terre pourrait avoir été apportée par les matériaux qui ont formé la planète. Les astéroïdes et les comètes contiennent de l'eau sous forme de glace, et leur collision avec la Terre aurait pu apporter une quantité significative d'eau. Les impacts de comètes et d'astéroïdes ont probablement joué un rôle important dans l'apport d'eau sur Terre. Les comètes, en particulier, sont connues pour contenir une grande quantité d'eau sous forme de glace. Une autre théorie stipule que l'eau pourrait également avoir été libérée de l'intérieur de la Terre. Les volcans et les processus géologiques ont pu libérer de l'eau sous forme de vapeur, qui s'est ensuite condensée pour former les premiers océans. L'évolution des océans. La formation des océans a eu un effet significatif sur le climat de la Terre. Les océans ont aidé à réguler la température de la surface, contribuant à un environnement plus stable et favorable à la vie.
Le développement de la vie. Les océans ont fourni un environnement propice à l'émergence et à l'évolution de la vie. Les premières formes de vie, des micro-organismes anaérobies, ont probablement émergé dans les océans, utilisant l'énergie chimique et la lumière solaire pour se nourrir. Ces organismes ont évolué pour devenir des archéobactéries et des bactéries, qui ont progressivement transformé l'atmosphère en produisant de l'oxygène par photosynthèse. La présence d'eau a permis le développement du cycle de l'eau, un processus crucial qui inclut l'évaporation, la condensation, la précipitation et l'écoulement. Ce cycle a eu un impact majeur sur la géologie, la formation des rivières, des lacs et la distribution des ressources en eau. Il a également influencé les processus érosifs, la formation des sols et la dynamique des plaques tectoniques. Les océans et les autres masses d'eau ont favorisé la formation de bassins sédimentaires, où des sédiments se sont accumulés au fil du temps. Ces bassins contiennent des informations précieuses sur l'histoire géologique de la Terre et sont souvent riches en ressources minérales et en hydrocarbures. Les océans ont joué un rôle crucial dans la régulation du climat terrestre. Ils absorbent une grande partie de la chaleur solaire et des gaz à effet de serre, contribuant à atténuer les variations de température. Les courants marins redistribuent cette chaleur à travers la planète, influençant les climats régionaux. L'ère archéenne est significative pour l'émergence des premières formes de vie sur Terre. Ces premières formes de vie étaient principalement prokaryotes, sans noyau ni organites complexes. On pense que les premières formes de vie se sont développées près des cheminées hydrothermales le long des dorsales océaniques, où les conditions étaient favorables à la formation de molécules organiques simples. La transformation des molécules organiques simples en polymères biologiques plus complexes s'est produite pendant l'ère archéenne. Ce processus impliquait la formation de monomères biologiques, comme les acides aminés, et leur combinaison ultérieure en polymères, molécules plus complexes. Les premières formes de vie étaient anaérobies, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas besoin d'oxygène pour survivre. Au cours des millions d'années, la vie a continué à évoluer et à se diversifier dans les océans. Les premiers organismes eucaryotes sont apparus vers 1,8 milliard d'années, suivis par les premiers animaux multicellulaires au début de l'ère paléozoïque, 2,4 à 2,1 milliards d'années avant notre ère. Les océans ont été le berceau de la vie pendant de longues périodes, avant que certains organismes ne colonisent les terres émergées. Études et preuves géologiques. Les preuves géologiques de l'existence d'eau sur Terre remontent à plus de 3,8 milliards d'années. Les roches sédimentaires anciennes, telles que les schistes et les carbonates, contiennent des indices de la présence d'eau, y compris des structures stromatolithiques formées par des colonies de cyanobactéries. Les minéraux hydratés, tels que les serpentines et la chlorite, sont des preuves indirectes de la présence d'eau. Ces minéraux sont formés par la réaction de l'eau avec les roches volcaniques et les minéraux silicatés. L'analyse des isotopes de l'oxygène dans les roches anciennes a permis aux scientifiques de reconstituer l'histoire de l'eau sur Terre. Les variations isotopiques peuvent indiquer les conditions de température et de pression lors de la formation des roches, ainsi que les échanges entre l'eau et l'atmosphère. La rotation et la révolution de la Terre à ses débuts. La Terre, comme les autres planètes du système solaire, a subi des changements significatifs dans sa rotation et sa révolution au cours des milliards d'années qui ont suivi sa formation. Voici un aperçu détaillé de ces processus et de leur évolution. La Terre s'est formée à partir d'un nuage de poussière et de gaz orbitant autour du Soleil. Les particules se sont agglomérées sous l'effet de la gravité, formant un protoplanétaire. Au fur et à mesure que la matière s'agglomérait, la Terre a commencé à tourner sur elle-même. Cette rotation initiale a été influencée par les collisions et les interactions gravitationnelles avec d'autres corps en formation. Il y a environ 4,5 milliards d'années, un corps planétaire de la taille de la planète Mars a heurté la Terre. Cet impact a non seulement formé la Lune, mais a aussi modifié considérablement la rotation et l'orbite terrestre. Après l'impact, la Terre a commencé à tourner beaucoup plus rapidement. Des simulations suggèrent que la durée d'une journée terrestre était d'environ 5 à 6 heures. Les périodes glaciaires durant la formation de la Terre. Les changements dans l'orbite de la Terre, connus sous le nom de cycle de Milankovitch, ont joué un rôle significatif dans l'alternance des périodes glaciaires et interglaciaires. Ces cycles incluent des variations de l'excentricité de l'orbite, de l'inclinaison de l'axe et de la précession, qui peuvent affecter la distribution de la radiation solaire et déclencher des avancées et des retraits glaciaires. L'activité volcanique peut avoir des effets de refroidissement et de réchauffement. Bien que la libération de cendres volcaniques et d'aérosols puisse bloquer la lumière solaire et refroidir la Terre,
La libération à long terme de dioxyde de carbone peut entraîner un réchauffement. L'équilibre de ces effets peut influencer le début et la durée des périodes glaciaires. Les données paléomagnétiques suggèrent que des calottes glaciaires se sont formées à basse latitude pendant la période cryogénienne. Ces données soutiennent l'idée d'une ère glaciaire mondiale, bien que l'étendue exacte et le timing de ces calottes glaciaires soient encore débattus. Controverses et questions en suspens. La période boule de neige totale. Il y a un débat en cours sur la question de savoir si la Terre était une boule de neige complète, avec une couverture de glace totale, ou avec une fine bande d'eau ouverte à l'équateur. La difficulté de sortir d'une condition complètement gelée est l'un des principaux points de contestation. Les anomalies d'iridium. La présence d'anomalies d'iridium dans les formations de calcaire capiteux suggère que des particules cosmiques se sont accumulées sur les calottes glaciaires pendant une Terre boule de neige. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que la glaciation était globale, car des anomalies similaires pourraient être expliquées par des impacts de météorites importants. Les mécanismes de refroidissement et réchauffement. Une diminution des gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, dans l'atmosphère a pu contribuer au refroidissement global. L'impact chimique des roches, en particulier des basaltes, a pu absorber une grande quantité de CO2, réduisant ainsi l'effet de serre. L'augmentation de la réflectivité des surfaces de glace a pu entraîner un refroidissement supplémentaire. Plus la Terre se refroidissait, plus la surface de glace s'étendait, augmentant encore la réflectivité et créant une boucle de rétroaction positive. Rétroaction des nuages. Les nuages peuvent également jouer un rôle dans le refroidissement. Des nuages plus abondants et plus réflectifs peuvent réduire la quantité de radiation solaire atteignant la surface terrestre, contribuant ainsi au refroidissement global. Les conséquences biologiques. Les périodes glaciaires ont eu un impact significatif sur l'évolution des organismes. Certaines espèces ont dû s'adapter à des conditions de vie extrêmes, ce qui a favorisé l'évolution de nouvelles stratégies de survie. Par exemple, des organismes unicellulaires et des bactéries ont développé des mécanismes pour résister au froid. Après les périodes glaciaires, la diversité de la vie a connu un boom. Les conditions de réchauffement rapide ont favorisé l'émergence de nouvelles niches écologiques, permettant à de nouvelles espèces de prospérer. La glaciation huronienne, 2,4 à 2,1 milliards d'années avant notre ère. La glaciation huronienne est l'une des premières périodes glaciaires bien documentées. Elle est nommée d'après les formations géologiques du Huron Supergroup en Ontario, Canada, où des dépôts glaciaux-marins, formés par l'action des glaciers sur les océans, ont été découverts. Cette glaciation est associée à l'événement d'oxydation majeure, une période où l'oxygène atmosphérique a considérablement augmenté, contribuant probablement au refroidissement de la Terre. La glaciation du cryogène, 720 à 635 millions d'années avant notre ère. La période cryogène est connue pour les glaciations les plus sévères de l'histoire de la Terre, souvent appelées les événements de Terre boule de neige. Il y a eu deux principales glaciations durant cette période. Glaciation sturtienne, environ 717 à 660 millions d'années. Glaciation marinoenne, environ 651 à 635 millions d'années. Ces glaciations ont été si intenses que la glace a probablement couvert presque toute la surface de la Terre, y compris les régions tropicales. Ces événements ont eu des effets majeurs sur le climat et l'évolution biologique, notamment en préparant le terrain pour l'explosion de la vie complexe au début de l'ère cambrienne. Les raisons de la glaciation soudaine de la Terre lors de sa formation, particulièrement lors des périodes de Terre boule de neige, sont complexes et multifactorielles. Les facteurs géologiques, climatiques, orbitaux, volcaniques, biologiques et évolutionnaires ont tous joué un rôle dans ces événements. La compréhension de ces processus continue d'évoluer grâce aux recherches en cours, et de nouvelles découvertes apportent régulièrement des éclairages sur cette période cruciale de l'histoire de la Terre. La formation de l'atmosphère terrestre. La formation de l'atmosphère terrestre est un processus complexe qui s'est déroulé sur plusieurs milliards d'années. Voici un résumé chronologique des étapes clés. 4,5 à 4 milliards d'années avant notre ère. Alors que la Terre refroidissait, une atmosphère a commencé à se former principalement à partir des gaz émis par l'activité volcanique intense. Ces gaz comprenaient dioxyde de carbone. L'atmosphère primitive contenait des niveaux beaucoup plus élevés de CO2 que ceux d'aujourd'hui, similaires aux atmosphères de Mars et de Vénus. Vapeur d'eau. De grandes quantités de vapeur d'eau ont été émises, qui se sont ensuite condensées pour former les premiers océans. Méthane.
des quantités mineures de méthane étaient également présentes. Ammoniac. Des quantités mineures d'ammoniac étaient également présentes. Azote. L'azote était présent en quantité plus faible. 4 milliards d'années avant notre ère, la surface terrestre avait suffisamment refroidi pour que la vapeur d'eau se condense et forme les premiers océans. Ce processus a considérablement réduit la quantité de CO2 dans l'atmosphère, car une grande partie de ce gaz a été absorbée par les océans. 3,5 à 2,5 milliards d'années, le développement d'organismes photosynthétiques, en particulier les cyanobactéries, a commencé à produire de l'oxygène par photosynthèse. Cela a marqué le début de l'oxygénation de l'atmosphère. 2,5 à 1 milliard d'années, l'événement de grande oxygénation s'est produit, au cours duquel les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère ont augmenté de manière drastique. Ceci était dû à la prolifération de la vie photosynthétique, qui produisait de l'oxygène comme sous-produit. 1 milliard d'années à l'époque moderne. L'atmosphère a continué à évoluer, avec la formation de la couche d'ozone et la stabilisation des niveaux d'oxygène. L'atmosphère actuelle est principalement composée d'azote, 78%, et d'oxygène, 21%, avec de petites quantités d'autres gaz tels que l'argon, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. La formation de l'atmosphère terrestre est un processus fascinant qui a façonné notre planète et soutenu la vie. La continuité de cette compréhension et de ces efforts est cruciale pour la préservation de notre environnement et pour l'avenir de notre planète. La création de la Lune. La formation de la Lune est l'un des événements les plus importants de l'histoire de notre système solaire. La théorie la plus largement acceptée aujourd'hui est celle de l'impact géant, également connue sous le nom de théorie de la grande collision ou théorie de Theia. Voici un aperçu détaillé de cette théorie et des preuves qui la soutiennent. L'impact initial. Il y a environ 4,5 milliards d'années, la Terre était en formation, encore en partie en fusion, et subissait fréquemment des impacts d'astéroïdes et de planétoïdes. Une petite planète de la taille d'environ de celle de Mars, nommée Theia, a heurté la Terre à une vitesse et un angle spécifiques. La vitesse à laquelle Theia a heurté la Terre est un sujet de débat parmi les scientifiques, mais des estimations basées sur des modèles numériques et des observations géologiques suggèrent une vitesse d'impact relativement élevée. La vitesse d'impact de Theia est généralement estimée entre 10 et 20 km par seconde. C'est une vitesse très élevée, bien supérieure à la vitesse de nombreux impacts météoritiques observés sur Terre. Des simulations informatiques de l'impact ont été réalisées pour comprendre les conditions nécessaires pour former la Lune. Ces modèles suggèrent que Theia devait avoir une vitesse d'impact d'environ 15 km par seconde pour que la quantité de débris projetés dans l'espace soit suffisante pour former la Lune. Les météorites lunaires trouvées sur Terre ont également fourni des informations précieuses sur la composition et l'histoire géologique de la Lune. Les conséquences de la formation de la Lune. La Lune a joué un rôle crucial dans la stabilisation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, ce qui a contribué à la régularité des saisons et à la stabilité climatique. Sans la Lune, l'inclinaison de l'axe terrestre pourrait varier considérablement, entraînant des changements climatiques extrêmes et imprévisibles. L'influence sur les marées. La Lune est la principale cause des marées océaniques sur Terre. Les marées ont un impact significatif sur les écosystèmes côtiers, la circulation des océans et même sur le comportement de certaines espèces animales. Les marées ont également joué un rôle important dans l'évolution de la vie, en créant des environnements intertidiaux dynamiques où la vie a pu se diversifier. Le ralentissement de la rotation terrestre. La Lune a un effet de friction gravitationnelle sur la Terre, ce qui a progressivement ralenti la rotation terrestre. Au moment de la formation de la Lune, un jour terrestre durait environ 5 heures, tandis qu'aujourd'hui, il dure 24 heures. Ce ralentissement continue, bien que très lentement, et a des implications pour la durée des jours et des nuits, ainsi que pour les cycles biologiques des organismes. Les planètes géantes du système solaire, en particulier Jupiter, ont également joué un rôle crucial dans la stabilisation de l'orbite terrestre. Leurs masses importantes ont influencé la dynamique orbitale, contribuant à la stabilité à long terme. La Terre subit une précession des équinoxes, un mouvement lent de l'axe de rotation qui se manifeste par un cycle de 26 000 ans. Ce phénomène est dû à l'effet gravitationnel combiné du Soleil et de la Lune sur l'équateur terrestre. L'influence de la Lune sur l'activité sismique et volcanique.
La Lune exerce une influence gravitationnelle sur la croûte terrestre, ce qui peut provoquer des séismes et influencer l'activité volcanique. Bien que ces effets soient généralement minimes par rapport à d'autres facteurs, ils contribuent néanmoins à la dynamique interne de la Terre. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.